La position officielle est claire, la maison ne pratique pas les soldes car nous n'y avons aucun intérêt. Nous n'avons pas d'invendus, nos produits sont de qualité et demandés, nous n'avons aucune raison de brader le travail de nos ateliers. Ça, c'est la déclaration de la maison Louis Vuitton, la marque phare du groupe LVMH. Chez Gucci, la musique est tout autre. Vous pouvez facilement trouver des réductions, promotions et carrément des magasins d'usine ou outlets, comme disent les Américains, qui sont dédiés à des prix réduits, souvent entre moins 30 à moins 70%. Pourtant, à une époque, Gucci incarnait l'essence même du luxe. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Comment une marque aussi iconique est-elle tombée de son piédestal et se retrouve aujourd'hui dans les rayons des promotions ? Pourquoi l'action de sa maison mère est en déclin de 38% depuis le début de l'année à l'heure où j'enregistre cette vidéo, alors que Hermès est à plus 12%. C'est ce qu'on va voir en détail aujourd'hui. Avant de commencer, comme d'habitude, un peu de contexte historique. Dans les années 2010, Gucci n'était pas simplement une marque de mode, c'était un symbole de statut, un rêve accessible seulement à ceux qui pouvaient se le permettre. Mais tout a véritablement changé avec l'arrivée d'Alessandro Michele en 2015. Michele a totalement redéfini l'image de Gucci en le menant sur un terrain glissant qui allait tout changer. L'époque du chic minimaliste était révolue, place à l'audace, au maximalisme et à une esthétique excentrique avec plein de gros logos qui faisaient de chaque pièce un véritable cri pour dire « je suis riche ». Qu'on le veuille ou non, Michele a su capturer l'essence de ce que voulait la nouvelle génération. Du luxe, certes, mais un luxe accessible, visible, qui osait casser les codes et qui invitait à l'expression personnelle. Sous sa direction, Gucci a surfé sur cette vague et les résultats ne se sont pas fait attendre. Les ventes ont triplé et Kering, la société mère de Gucci, voyait sa valeur en bourse quadrupler. Gucci était alors au sommet, régnant sur la mode avec des collections plus audacieuses, des campagnes publicitaires sulfureuses et des produits plus accessibles qui devenaient des tendances virales instantanément. Bonsoir, vous en parlez dans une vidéo que vous pouvez retrouver en description. C'était la meilleure manière d'attirer la classe moyenne et populaire pour leur vendre une image de personne qui a réussi mais avec des produits d'une qualité moyenne. Un t-shirt Gucci basique en coton avec un énorme logo en plastique coûte 450 $ et souvent sa qualité ne correspond pas vraiment à ce prix. Earlier the shirt was $450 new, and I would say a more than fair price for the shirt would have been $100 at the most. I gotta be honest, I've got $10 Hanes t-shirts that have held up better than this. Mais comme on dit souvent, plus on monte haut, plus la chute est dure. C'est là que la réussite de Gucci cachait déjà des failles profondes. Vous voyez, ce succès basé sur des tendances extravagantes et passagères avait un revers. Derrière cette croissance spectaculaire, un problème se profilait, celui de l'éphémère. Dans la mode, tout évolue à une vitesse folle et miser uniquement sur des produits tendances peut être risqué. Gucci pouvait-il continuer à surfer sur cette vague? L'avenir n'allait pas tarder à montrer les limites de cette stratégie. Une image qui change trop vite, une surexposition des produits et un besoin constant de nouveautés, tout cela allait bientôt peser lourd dans la balance. Après avoir atteint des sommets sous Alessandro Michele, la machine Gucci s'est retrouvée face à un obstacle de taille, maintenir cette dynamique de succès. Le problème avec la mode, c'est que ce qui est nouveau aujourd'hui peut très vite devenir démodé demain. Gucci avait misé gros sur des produits audacieux comme les célèbres mocassins à fourrure ou le sac Dionysus. Mais là où Hermès, par exemple, a su transformer des pièces comme le Birkin en classique intemporel, Gucci s'est pris à son propre piège. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu exploiter le succès de ces produits au maximum. Au lieu de capitaliser sur leur rareté et les élever au rang d'objets de désir durable, Gucci les a reproduits encore et encore sous différentes formes avec des nouvelles déclinaisons. Résultat, ces produits, qui auraient pu devenir des pièces iconiques, se sont banalisés. Trop de répétitions ont conduit à une sursaturation du marché et ce qui était autrefois exclusif est devenu presque ordinaire. C'est un phénomène que l'on voit souvent dans la mode. Lorsqu'une marque surenchérit sur ses produits phares pour répondre à une demande immédiate, elle finit par perdre ce qui fait sa force, son exclusivité. Gucci, à force de vouloir maximiser ses profits à court terme, a manqué l'occasion de créer des classiques qui auraient pu traverser les âges. Au lieu de devenir des symboles de luxe intemporel, ces pièces se sont retrouvées trop exposées, trop vite. Du coup, les personnes qui veulent se sentir uniques avec des pièces rares ne se tournent plus vers Gucci, mais plutôt vers des marques comme Hermès. Et pour les propriétaires de Gucci, ce manque de vision à long terme a également permis de se rendre compte d'un autre problème crucial, la dépendance de Kering à Gucci. Quand Gucci faiblit, c'est tout l'empire qui vacille, car cette marque représente plus de la moitié des profits de la maison mère. Et à ce moment-là, Gucci commençait sérieusement à faiblir.
La situation devient critique quand on comprend à quel point Kering, la maison mère de Gucci, dépend presque exclusivement de cette marque pour ses résultats financiers. Imaginez, environ 50% des ventes de Kering proviennent de Gucci, et pire encore, plus des 2/3 de ses bénéfices en dépendent. Cette dépendance excessive place une pression énorme sur Gucci qui n'a tout simplement pas le droit à l'erreur. Et c'est bien là le problème. Là où son principal rival LVMH a diversifié ses sources de revenus avec des marques comme Louis Vuitton, Dior ou encore Fendi, Kering mise presque tout sur Gucci. LVMH a l'avantage de pouvoir se permettre qu'une marque connaisse une baisse de régime, car ses autres marques prennent le relais. Louis Vuitton ne représente qu'un quart des ventes de LVMH et pourtant c'est cette diversification qui apporte une plus grande flexibilité au groupe, qui n'a pas d'urgence à tenter des paris à court terme. Chez Kering, en revanche, si Gucci flanche, il n'y a pas de plan B. Ça rend la situation extrêmement fragile. C'est un peu comme un joueur de poker qui met tous ses jetons sur une seule main. Si cette main ne gagne pas, c'est fini. Et c'est exactement ce qui a commencé à se produire lorsque les ventes de Gucci ont décliné. Les investisseurs, voyant que Kering reposait presque entièrement sur une marque en perte de vitesse, ont commencé à prendre la fuite. Si tout cela vous inspire à faire des choix financiers plus sûrs, rejoignez notre challenge gratuit de 3 jours pour apprendre à éviter les pièges courants et à lancer vos premiers investissements en toute sérénité. C'est l'opportunité idéale pour vous former et débuter par vous-même dans l'univers de l'investissement avec les bons conseils dès le départ. Le lien est dans le commentaire épinglé et dans la description. Pour en revenir à Gucci, comment en est-on arrivé là? Pourquoi cette dépendance n'a-t-elle pas été anticipée ou corrigée plus tôt? La réponse se trouve peut-être dans le style de management même de Kering. Contrairement à Bernard Arnault à la tête de LVMH, François-Henri Pinault adopte une approche plus distante, laissant beaucoup d'autonomie à ses marques. Ce choix de gestion va s'avérer décisif, notamment dans la crise qui suivra. François-Henri Pinault, le PDG de Kering, est souvent critiqué pour son approche plus laisser-faire, contrairement à Bernard Arnault, le patron de LVMH, qui est directement impliqué dans les décisions stratégiques les plus importantes de son empire. Pinault préfère donner plus d'autonomie aux marques sous son aile. Cela peut sembler une bonne idée dans certains cas, mais pour Gucci, cette approche a montré ses faiblesses. Prenons l'exemple de l'affaire Balenciaga en 2022 qui a secoué le monde de la mode. Cette marque, également détenue par Kering, s'est retrouvée en pleine tourmente après une campagne publicitaire controversée, accusée de sexualiser des enfants. Cet incident a mis en lumière le manque de contrôle direct de Pinault sur les marques du groupe, ce qui a terni l'image de Kering tout entier. Et ce n'est pas tout. En 2023, au lieu de se concentrer pleinement sur les problèmes au sein de Gucci et de Kering, Pinault a détourné une partie de son attention vers une nouvelle acquisition, l'achat de la majorité des parts de Creative Assist Agency, une grande agence de talent hollywoodienne, car sa femme, Salma Hayek, est actrice. Et ça a été vu par de nombreux observateurs comme une distraction inutile à un moment où Gucci avait désespérément besoin d'un leadership fort et concentré. Ajoutez à cela le départ d'Alessandro Michele en 2022 à cause de divergences créatives avec la direction. Le remplaçant Sabato de Sarno, un nom relativement inconnu venant de Valentino, a été choisi pour reprendre le flambeau. Ses premières créations semblaient plus sages, plus classiques, correspondant à la vision de Pinault de repositionner Gucci comme une marque de luxe plus exclusive dans la même ligue que Hermès ou Chanel. Mais ce changement de cap ne se fait pas du jour au lendemain. Repositionner Gucci comme un véritable acteur du luxe, loin des tendances passagères, demandera beaucoup de temps. La question est, ce revirement suffira-t-il à sauver Gucci et par extension Kering? Louis Vuitton, le grand concurrent, se porte mieux et c'est peut-être certainement dû à ses dirigeants actuels, mais aussi la vision incroyable dont a fait preuve son fondateur, comme Mansour vous le raconte dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran.